Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Event News TV. Nous recevons pour ce nouveau numéro des grandes questions d'actualité deux invités. Dr Boga Sako Gervais, qui est enseignant-chercheur à l'université de Bouaké. Il est aussi le président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, la FIDOP en abrégé. Dr Boga Sako Gervais est aussi auteur de deux importants ouvrages sur la crise ivoirienne. Le premier intitulé Les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, et ensuite la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû eu lieu, avec pour sous-titre et si M. Sarkozy avait trompé le monde entier sur la crise de 2010. C'est bien ça. Il faut noter aussi que Dr Boga Sako Gervais vit en exil ici en Europe suite à la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire en 2010. Bonjour Dr Boga. Bonjour cher ami. Bonjour chers amis. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Merci. Merci. Avec lui, nous accueillons aussi sur ce plateau le professeur Jean-Charles Kovy-Gomez. Il est historien, analyste politique et surtout spécialiste des relations internationales. Oui. Bonjour professeur. Bonjour. Et on vous souhaite aussi la bienvenue sur le plateau d'Event News TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors messieurs, avec vous, nous allons échanger sur la crise ivoirienne, mais surtout sur l'actualité politico-judiciaire de la Côte d'Ivoire, qui, comme vous le savez, est aujourd'hui dominée par le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Il faut préciser pour nos téléspectateurs que ce procès s'est ouvert le 28 janvier dernier à la Cour pénale internationale à La Haye, et il fait suite à la crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit tantôt, en 2011. On va commencer cet entretien par vous, docteur Boga Sako Gervais. Je vous en prie. Voilà. Avec vous, nous allons parler particulièrement des aspects juridiques et politiques de ce procès. Tout à fait. Et ce procès, vous le savez, est une première pour la CPI. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est jugé à la CPI. J'aime pas tout à fait l'adjectif ancien. Parce qu'au moment... Oui, on va en venir, mais pour le moment, on va s'en tenir au fait. C'est la première fois, on va être d'accord, qu'un ancien chef d'État comparaît devant cette cour. Alors, quelle lecture vous faites de ce fait inédit? Vous aurez l'occasion maintenant de dire ce que vous Tout à fait. Alors, donc, je ne suis pas d'accord avec l'adjectif ancien, parce que vous savez très bien qu'au moment des faits, il faut restituer les faits dans le contexte. Au moment où le président Laurent Gbagbo est capturé le 11 avril 2011, il était président de la République de Côte d'Ivoire, déclaré comme tel par les institutions de la République de Côte d'Ivoire, notamment le Conseil constitutionnel, à l'issue de l'élection, le second tour de l'élection présidentielle du 28 novembre 2010. D'accord. Alors, oui, c'est historique. C'est historique pour la Cour pénale internationale, cette jeune juridiction, que le monde entier, notamment les militants des droits de l'homme, toutes les personnalités éprises de justice et de paix dans le monde, a appelé à voir le jour. Mais en même temps, la Cour pénale internationale est née un peu sur, j'allais dire, avec des manquements, avec des limites. Parce que les plus grandes nations de ce monde, certaines grandes puissances, ne l'ont pas reconnue, notamment les États-Unis, la Chine, etc. Et puis, il y a des faits graves. Dans le statut de Rome qui donne naissance à la Cour pénale internationale, on n'a pas réussi à détacher la CPI de l'ONU. Or, vous savez que les Nations Unies, c'est un instrument politique. C'est là où se retrouvent la plupart des chefs d'État. Par exemple, dans le statut de Rome, il y a une disposition selon laquelle le Conseil de sécurité peut demander à la CPI de poursuivre une personnalité ou alors d'interrompre des poursuites contre une personnalité. À partir de là, vous voyez déjà que la CPI ne jouit plus de toute son indépendance en tant que telle. Or, dans la crise ivoirienne, je sais que le professeur Gomez, que je salue au passage, qui est un ami, un brillant intellectuel que je salue, il va le dire. Vous savez très bien que dans la crise ivoirienne, l'ONU n'est pas exempte de reproches. Elle a une grande part de responsabilité. Et si l'ONU a des accointances avec la CPI, nous voilà partis pour un procès politique. Merci beaucoup, professeur et docteur Boga Sako. Merci d'avoir ouvert ce débat. On va venir à vous, professeur Kovy-Gomez. Alors, en nous mettant sous le prisme de l'histoire et de la géostratégie, quel est, à votre avis, et à cela on fait appel à votre analyse, dans ce procès, est-ce que vous avez le sentiment que le destin de deux personnalités phares de la Côte d'Ivoire et certainement de l'Afrique se joue? Je pense qu'il faut d'abord déterminer la nature du procès. Allez-y. Ce n'est pas un procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. C'est un procès contre la démocratie souverainiste en Afrique et en Côte d'Ivoire singulièrement. Je m'explique. Vous savez que dans le schéma des puissances
occidentales qui ont lancé l'idée même d'une Cour pénale internationale, à savoir les États-Unis d'Amérique, la France et la Grande-Bretagne, il était prévu au départ que cette Cour sanctionnerait les dirigeants réfractaires au nouvel ordre que l'Occident voulait imposer à l'ensemble de l'humanité. Il ne vous aura pas échappé que ces mêmes puissances, en faisant ratifier le traité de Rome par les États africains, une majorité d'États, n'est-ce pas, se sont soustraites elles-mêmes des conséquences pénales et des poursuites, même des enquêtes diligentées. C'est ainsi que aucun ressortissant français, aucun ressortissant américain, aucun ressortissant de la Grande-Bretagne ne peut être poursuivi pour le simple motif que ces pays-là ne reconnaissent pas la compétence d'une cour qu'ils ont pourtant contribué à... Quelle analyse peut-on faire en ce moment face à cela? Non, il n'y a pas d'analyse à faire. Il y a d'abord un constat à établir. Parce que la plupart des commentateurs oublient ce fait. Deuxièmement, ce qui s'est passé, ce que d'aucuns appellent la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, ce n'est pas autre chose que l'épilogue, ou si vous voulez le dénouement, d'un coup d'État permanent que la France a commencé à faire. On va en arriver. Non, c'est important, je vais juste finir sur ça. Oui. Un coup d'État permanent que la France a fomenté et que dès 2001, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000, dès 2001 avec le coup d'État de la Mercedes noire, n'est-ce pas? Et puis, 2002, l'invasion du pays. Et puis, les différentes péripéties, les tentatives de déstabilisation multiples et les épisodes diplomatiques, à savoir Lomé, Accra 1, Accra 2, Accra 3, puis Pretoria, etc. Le but était de tendre un piège aux dirigeants ivoiriens et de les empêcher de mener un processus démocratique à partir du respect de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les principaux acteurs qui se sont invités, n'est-ce pas, sur la scène politique ivoirienne, n'est-ce pas, avaient un plan prémédité. C'est le cas de le dire. Gbagbo n'avait pas de plan, mais il y avait un plan prémédité pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et empêcher l'exercice de sa souveraineté. On vous a très bien compris et je vous souhaiterais qu'on revienne à ma question. Deux individus, enfin on ne va pas dire individus, excusez-moi, deux personnalités de premier plan de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont à La Haye. Est-ce que vous avez le sentiment que le destin de l'Afrique se joue avec ces deux individus, ces deux personnalités qui sont à La Haye? Je pense qu'il n'est que de voir la mobilisation exceptionnelle des Africains. Il y a eu 10 000 personnes qui ont manifesté à Cotonou le 28 janvier. La presse internationale est restée muette. Tout à fait, oui. D'accord? Il y a eu des tentatives également de manifestations au Cameroun qui ont été réprimées par les forces de l'ordre, n'est-ce pas? Des tentatives au Burkina Faso, voisin, etc. Et Abidjan, Et puis ne parlons pas de La Haye. Gbagbo n'est pas le seul homme politique à avoir comparu à La Haye. Mais c'est le seul qui, depuis 4 ans, 5 ans, est soutenu par des Africains. Et ces Africains viennent du Congo, du Ghana, du Bénin, de tous les pays africains. Donc ma conclusion, c'est que le cas Gbagbo, la jurisprudence Gbagbo, constitue un casus belli en Afrique. C'est-à-dire les Africains considèrent que les puissances qui sont derrière cette mascarade judiciaire sont des puissances qui, dans le cadre de la reconstruction de l'Afrique de demain, seront évincées du continent africain. Il faut dire les choses de façon claire. Toute l'Afrique est consciente des enjeux géostratégiques de ce procès qui se joue à La Haye. Elles sont tout à fait claires. Merci, professeur Kovi Gomez. On va revenir à vous, docteur Boga, je vous en prie. Docteur Boga Sako. Alors, quelle analyse vous faites de ces premiers jours de ce procès à La Haye? Le militant des droits de l'homme que vous êtes, a-t-il décelé des signes d'équité dans ce prétoire? D'équité? Oui. Non. D'iniquité, sans doute. Non, je dois pouvoir dire que l'équité est loin de ce tribunal de la Cour pénale internationale. Non, de très loin. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler seulement en tant qu'Ivoirien, mais en tant qu'observateur simplement.
Voilà une grosse crise qui éclate en Côte d'Ivoire. Et comme l'a dit tantôt le professeur Gomez, en fait, c'est l'épilogue, mais c'est une crise qui commence depuis très longtemps. Nous savons que depuis 2002, nous avons une rébellion en Côte d'Ivoire, etc. Et à l'issue du second tour de l'élection présidentielle, la grave crise éclate. Avec des milliers de morts. C'est vrai qu'officiellement, on parle de 3000, mais en tant que militant des droits de l'homme, je dois pouvoir vous dire qu'on est au-dessus de 5000. On n'est pas dit, voilà. Donc, il y a un problème grave. Le problème grave, quel est-il? C'est que les victimes de la crise ivoirienne, de quel bord sont-elles? Aujourd'hui, quand nous sommes allés au procès, et avant même que nous ne parlions de ce procès qui est ouvert donc le 28 janvier 2016, il y a eu d'abord les audiences de confirmation des charges. Et nous étions déjà à la Cour pénale internationale. Nous avons assisté à ce procès-là, à ces audiences-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La représentante légale des victimes, elle représente quelles victimes? Lesquelles victimes? Les victimes d'un camp. Et ça, c'est un crime grave déjà, en matière de droits de l'homme. C'est une injustice grave. Cela veut dire quoi? Parce que vous savez, la justice, quel est son rôle? La justice, elle sert à réconcilier. Parce que la personne qui a souffert d'un préjudice, dès que la justice tranche, elle est soulagée. Et le coupable est condamné. Or, dans notre cas précis, qu'est-ce qui se passe? La Cour pénale internationale a choisi un camp. Comment deux personnalités? D'abord même, j'aimerais bien que nous revenions sur un fait qui est très grave. Lequel? Parce qu'avant que nous n'arrivions même au procès, qui est à l'origine de la fissure grave dans la crise ivoirienne? Le Conseil constitutionnel se prononce. M. Laurent Gbagbo est vainqueur de l'élection avec 51 et quelques %. Il est président de la République. Il prête serment le 4 décembre 2010. La communauté internationale, bon, un vague mot, mais le représentant du secrétaire général de l'ONU dit non. Je ne reconnais pas la décision d'un conseil constitutionnel souverain, mais je décide que le vainqueur s'appelle Alassane Ouattara. Voilà d'où part le clash. Parce que, de ce point de vue-là, d'un point de vue légal, quand le conseil constitutionnel se prononce, les policiers, les militaires, les gendarmes, ils font allégeance à celui qui est reconnu légalement on va en parler par le conseil constitutionnel. On va en parler tout à l'heure. À partir de là, celui qui est en face, il n'a que la rébellion, il n'est qu'un rebelle. Même s'il est reconnu par la communauté internationale. Parce que l'avis du représentant du secrétaire général de l'ONU, ça n'a pas de valeur juridique dans notre nation. Et puis dans aucun pays du monde. Donc, chers amis, pour tout vous dire, ce procès n'est pas équitable. Parce que la personnalité qui s'y trouve là, le président Laurent Gbagbo, d'abord, c'est celui qui est reconnu président par le Conseil constitutionnel. Ensuite, le ministre Charles Blé Goudé. Mais est-ce que vous pouvez comparer ces personnalités-là à un homme comme Soro Guillaume, qui s'est proclamé dans la face du monde chef d'une rébellion? Une rébellion qui a massacré. Et là, maintenant, je parle en tant que témoin. Parce que je suis enseignant à l'université de Bouaké. La rébellion s'est installée à Bouaké. Où certains de mes étudiants, certains de mes collègues, certains dans la population ont été massacrés par les rebelles. Mais quel jour allons-nous juger ces criminels-là? Et puis on va arriver aujourd'hui, petit à petit, quand ces rebelles-là débarquent vers Abidjan, à l'appel de M. Ouattara, ils font un crime grave à Diokwe, pratiquement un génocide. On va en arriver. Alors donc, vous concluez, docteur, qu'il n'y a pas d'équité? Non, il n'y a pas d'équité. Parce que non seulement toutes les victimes de la crise ivoirienne qui part de 2002 jusqu'à aujourd'hui, parce que n'oubliez pas que la CPI a demandé au procureur maintenant de poursuivre en commençant depuis quand même, comment dirais-je, 2002. Et ces personnalités-là ne sont pas, comment dirais-je, poursuivies depuis 2002. Voilà. Donc de 2002 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu tous ces crimes-là qui ont été commis. Les victimes ne sont pas représentées équitablement. Et la CPI juge un camp, depuis 5 ans. On attend encore les autres. Merci, docteur Boga Sako Gervais. Professeur Kofi Gomez, on va revenir à vous. Avant l'ouverture même de ce procès, des anciens chefs d'État africains ont demandé que le président Laurent Gbagbo soit purement et simplement libéré. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette intrusion des politiques dans une affaire juridique? Oui. Alors, je voudrais d'abord rappeler que cette comptabilité macabre qui fait état de 4000 morts est le fait des ONG. Oui, mais on va répondre. Je vais répondre, mais il faut attendre que je vous donne des précisions utiles et nécessaires. Oui. Donc, je disais que cette comptabilité ne reflète pas la réalité et l'ampleur des crimes. Et que cela a constitué
pour les responsables africains, un véritable traumatisme, dans la mesure où ces chefs d'État ont considéré que, pris entre le marteau de la CPI et l'enclume de la population, ils pouvaient déférer à tout moment à une convocation de Madame la procureure. Ça veut dire que les juridictions nationales n'ont plus de valeur. Ce qui est important maintenant, c'est que l'Occident, c'est en fait l'ONU, derrière la Cour pénale internationale, qui n'en est que le bras armé judiciaire. Hein? Ces puissances vont décider maintenant arbitrairement quel chef d'État est démocrate et quel chef d'État ne l'est pas. Il se trouve que le président élu du Kenya a été lui-même pris dans les taux de cet arbitraire judiciaire. Donc, il était normal que dès le 29 juin 2012, dans le cadre du 17e sommet des chefs d'État qui a eu lieu à Malabo, les Africains réagissent par la voix du Gabonais Jean Ping. Et voici ce qu'il disait. On a l'impression que la Cour pénale internationale ne vise que les Africains. Cela signifie-t-il que rien ne se passe, je le cite, par exemple au Pakistan, en Afghanistan, à Gaza, en Tchétchénie? Ce n'est pas seulement en Afrique qu'il y a des problèmes. Alors, pourquoi n'y a-t-il que des Africains qui sont jugés et humiliés par cette Cour? Donc, le premier ministre éthiopien, Haïlé Mariam Desalegn, je dis le processus qui a amené le chef d'État à envoyer cette lettre. Tout à fait. Il a dit que lui, il est même persuadé que la Cour pénale internationale a un rôle de gendarme. Et voici ce qu'il dit en ce qui le concerne. L'objectif, au moment de la création de la CPI, était d'éviter toutes sortes de crimes ou d'impunité dans la gouvernance. Mais désormais, nous constatons que le processus a dégénéré en une sorte de chasse raciale, je pèse mes mots, visant exclusivement les dirigeants africains réfractaires à l'ordre mondial occidental. Donc, ces deux citations sont assez explicites. Et ces citations ont amené des chefs d'État qui ont eu en charge l'exercice du pouvoir dans leur propre pays, et certains étaient d'ailleurs impliqués dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire au plus haut niveau. C'est le cas de Thabo Mbeki. Exactement. Mais l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, et beaucoup d'autres sont signataires de cette lettre. Il se trouve que Madame la procureure de la Cour pénale internationale n'a pas voulu tenir compte de l'avis d'un chef d'État facilitateur comme Thabo Mbeki. Et voici ce que Thabo Mbeki dit s'agissant de la mauvaise foi d'un des acteurs de cette réconciliation. Il écrit ceci. Alassane Ouattara est un homme qui n'a ni foi en l'honneur, ni parole d'honneur. Je serai toujours surpris de la distance qu'il est prêt à parcourir dans le seul but de contenter ceux qui, il y a seulement 50 ans, mettaient son peuple dans les chaînes de l'oppression. Je me sens personnellement responsable de la situation ivoirienne dans la mesure où c'est moi qui ai persuadé le président Gbagbo de permettre à Ouattara d'être candidat. Je n'ai pas de mots assez durs pour vous dire la déception que m'inspire cet homme. Il parle de Ouattara. Heureusement que la vie des hommes n'est qu'une étoile filante dans l'histoire du monde. La Côte d'Ivoire se retrouvera probablement un jour et seul son peuple sera juge de ce qui aura été fait en son nom par les uns et par les autres. Donc, en voyant au jugement de l'histoire, en renvoyant au jugement de l'histoire, Thabo Mbeki nous permet de voir qu'il y a, si vous voulez, un clivage entre le procès de la honte, c'est-à-dire le procès qui ne choisit qu'un camp, C'est ça. qui est partial, hein, et le procès de l'histoire, qui lui est impartial. Merci beaucoup. On va ouvrir. Sur cette question, justement, on arrive. non, j'ai juste envie d'ajouter Oui, j'arrive. simplement que quand on entend, Permettez quand que on la entend question- tout cela, Oui. est-ce que vraisemblablement, de vous à moi, on peut avoir un procès équitable Non. sans entendre le président, Oui, monsieur, on arrive, monsieur Ouattara, on arrive à monsieur cette Thabo question. Mbeki, Comme c'est monsieur moi. A? comme Docteur, témoin. permettez, on arrive à Non, cette- je vous en prie. Oui, on arrive, Je vous en prie. on arrive à cette question. Et c'est justement la prochaine question. Elle a trait justement à ce que vous êtes en train de soulever. Je vous en Alors, prie. l'absence des partisans du président Ouattara au sein de ce tribunal renforce, il faut l'avouer, le sentiment d'une justice des vainqueurs dont s'est prévalu le président Ouattara lui-même
pour expliquer, pour justifier la détention des pro-Gbagbo à Abidjan. Alors, est-ce que le fait qu'on ne trouve même pas un seul partisan du président Ouattara dans ce prétoire n'est pas une responsabilité totale de la communauté internationale qui donne foi? C'est en cela que nous parlons, en tout cas en ce qui nous concerne, à la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique, nous parlons d'un complot contre la justice mondiale et contre la justice même des États africains. C'est un complot. Mais en quoi est-ce que je parle de complot? D'abord, toute la communauté internationale s'érige contre une personnalité élue par son peuple, Laurent Gbagbo. Moi, je dis ça, celui qui ne veut pas le concevoir, ça, c'est son problème. Parce que dans une élection, dans tout pays du monde, il y a une instance qui est chargée de donner le verdict final, c'est le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le peuple s'est prononcé et que le Conseil constitutionnel a donné les résultats, le débat est clos de notre point de vue. Et jusqu'à ce que je m'asseye avec vous ici, à cette émission, le président Laurent Gbagbo a été élu et déclaré vainqueur de l'élection de 2010. Jusqu'à aujourd'hui, même l'élection du 25 octobre 2015, pour nous, c'est un épiphénomène qui n'est même pas considéré. Tant que vous n'avez pas épuisé, vous n'avez pas vidé le contentieux de 2010, tout ce qui se passe après, j'avoue que ce n'est même pas à considérer. Donc oui, ici, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Et c'est pour cela que je m'en vais vous dire, vous me parlez des partisans de M. Ouattara. Le complot, c'est quoi? M. Ouattara, quand il prenait le pouvoir après le sang et la haine et la violence contre les pro-Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? La justice va frapper dans tous les camps. Je ferai tout pour qu'il y ait une justice équitable. Il avait dit. Souvenez-vous? Je ne vous apprends rien, vous êtes journaliste. Très bien. La procureure, lorsque nous étions au procès, le 28 janvier 2016 dernier, les premières paroles, lorsque Mme Fatou Bensouda prend la parole, qu'est-ce qu'elle dit? Ce procès, ce n'est pas pour venir dire qui a gagné l'élection, qui a perdu l'élection. Très bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et elle ajoute, je m'emploierai à ce que tous les criminels supposés ou présumés dans les 2 camps soient traduits devant la Cour pénale internationale. Mais justement, pendant qu'on y est, Ouattara, lui, il a précisé sur le perron de l'Élysée qu'aucun Ivoirien ne se dirait désormais. Mais c'est là, enfin ça c'est le dévoilement du complot. C'est le dévoilement du complot. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué, on prend Laurent Gbagbo, on traque M. Charles Blé Goudé, depuis le Ghana, on le défère. Ok, on fait tout pour que Mme Simone Eve Gbagbo comparaisse également. Ça fait 3 de même camp. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? M. Ouattara, il organise des assises à Abidjan où les pro-Gbagbo qui sont restés au pays, les anciens membres de son gouvernement, de son dernier gouvernement, on les traduit aux assises. Pourquoi? Atteinte à la sûreté de l'État. Mais dans l'histoire du monde, on n'a jamais vu cela. Quand on vous envoie aux assises, c'est que vous êtes un grand criminel de grand chemin. Mais là, pour une question d'atteinte à la sûreté de l'État. Et puis après, on fait le tri. Ceux qui sont collaborateurs avec le régime, on leur donne... Mais d'abord, ils sont libérés. Les autres 5 ans. Maintenant, Mme Simone Gbagbo, certaines personnalités, 20 ans, etc. Et puis, le complot continue. Pendant qu'on traduit M. Laurent Gbagbo à la CPI, on fait semblant de commencer à juger quelques pro-Ouattara. On ne peut pas dire qu'ils font semblant. Ils ont commencé. Ils ont commencé quoi, cher ami? Ils ont commencé quoi? Il faut leur prêter au moins le bénéfice du doute. Il n'y a pas de bénéfice du doute ici. Parce que pendant 5 ans, quand vous écoutez M. Ouattara toujours parler, il a toujours dit, écoutez, la justice est sur son coup. Et puis, vous voyez, même la CPI, depuis 5 ans, n'a pas encore jugé Laurent Gbagbo. Donc, ne me demandez pas à moi. Ce que je vous dis là, ce sont les propos de M. Ouattara. Et aujourd'hui, devant la face du monde, quand M. Ouattara vient maintenant dire qu'il ne va pas traduire il ne va plus traduire d'Ivoirien devant la CPI, en réalité... C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle? Mais c'est une grave nouvelle. Ça veut dire que... Simone Gbagbo, du camp Gbagbo, l'épouse du chef de l'État, de l'ancien chef d'État, est aussi poursuivie. Et désormais, on peut se réjouir qu'elle ne débarque pas à la CPI. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, cher ami, laisse-moi vous dire. M. Ouattara a commis une erreur très grave. Il va l'assumer. Et il va la subir. L'erreur très grave que M. Ouattara a commise, lui et tout son clan, jamais il n'aurait fallu traduire M. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Dès l'instant, et vous souvenez-vous à l'époque, la FIDOP a sorti des déclarations par ma plume et par ma voix, dans tous les médias, je l'ai dit. Vous avez commencé à aller à la Cour pénale internationale, vous êtes condamné à aller à la Cour pénale internationale jusqu'au bout. Aujourd'hui, au stade où nous nous trouvons, j'ai bien envie de dire de deux choses l'une. Soit Maître Altit exige
que les partisans de M. Ouattara soient poursuivis, ou alors que le procureur ou la procureure Oui, s'auto-saisisse. mais Maître Altit l'a déjà dit, et celle qui a l'initiative des poursuites, c'est Fatou Bensouda. Elle a déjà précisé qu'elle poursuivait, cher ami, les autres les partisans de Ouattara. C'est écrit noir sur blanc. Mais nous avons le droit de douter. Nous avons le droit de douter très gravement. Parce que Mme Fatou Bensouda, d'abord, en poursuivant Laurent Gbagbo, elle a eu des preuves insuffisantes. Ça veut dire qu'elle n'a même pas eu d'éléments concrets pour que nous puissions ouvrir même un procès. Cela nous a pris 4 ans. Et après les 4 ans, aujourd'hui, elle nous dit, le 28 janvier dernier, que non, son équipe est en train de voir petit à petit comment est-ce qu'on peut commencer à poursuivre les pro-Ouattara. Et M. Ouattara est reçu à Paris par M. François Hollande, et en sortant de là, il affirme qu'il ne va plus traduire d'ivoirien. Cela veut dire qu'en réalité, c'est un complot. Et c'est pour cela que ce procès, mais la CPI a perdu en crédibilité. Oui. C'est terminé. Okay. La CPI a perdu toute sa crédibilité. Docteur, on vous a très bien compris. On va revenir au professeur Kovi Gomez. Professeur, moi je voudrais qu'on continue à rester sur le procès. Les grands traits du procès, on les connaît déjà, on sait ce qui se joue. Mais on va rester même sur le déroulement du procès. Il y a eu la divulgation par erreur de l'identité des témoins de Fatou Bensouda. Dans ce genre de cas, à quoi doit-on s'attendre? Moi, j'étais présent le 28 janvier avec M. Boga Sako à l'ouverture du procès, dans la salle de presse. Donc nous avons suivi en direct les propos tenus par les uns et les autres. Madame la procureure a commis 3 erreurs majeures qui relèvent tout simplement, d'après moi, de l'incompétence. Mais s'il n'y avait que l'incompétence, on aurait pu considérer que c'est sa formation en droit qui est lacunaire. Mais la deuxième erreur, c'est celle de la stigmatisation. Une stigmatisation qui peut conduire à une guerre civile. Exactement. Je m'explique. Tout à fait, oui. D'abord, l'incompétence consiste à dire que les faits vont être qualifiés en droit par une procédure impartiale, d'accord? Alors même qu'on n'a même pas fait d'enquête. Elle a dit qu'elle va encore aller à Abidjan faire un complément d'enquête parce qu'il lui faut encore enquêter sur le même dossier. Et elle a dit non seulement qu'elle va aller à Abidjan, mais qu'elle s'apprête également à ouvrir d'autres enquêtes. D'accord? Alors, donc, dans ce cas, pourquoi avoir instruit un procès? Parce que, en droit, M. Boga, je parle sous son contrôle, lorsque on n'a pas suffisamment de charges, comme cela a été le cas pendant l'audience de confirmation de charges, on ne peut pas garder un prisonnier parce que le fait simplement... La présomption d'innocence, c'est de ça que vous voulez parler? Non, ce n'est pas la présomption d'innocence. C'est que l'absence de charge doit être le bénéfice de l'accusé. Oui, tout à fait. Donc si on a maintenu Gbagbo en détention, en disant qu'on va maintenant aller encore trouver d'autres preuves, d'accord? C'est-à-dire aller débaucher des témoins à charge. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire aller chercher du côté des autres protagonistes les crimes qui ont été commis dans l'autre camp. J'ajoute que l'ONUCI, M. Choi, aurait dû être convoqué, au moins comme témoin assisté. Parce que l'ONU a commis des crimes, c'est-à-dire des bombardements. La force Licorne a fait des morts en Côte d'Ivoire. C'est Sarkozy. Voilà. Donc, non, je n'ai pas fini. Non, le procès n'est pas fini. Non, écoutez. Le procès vient de commencer. Mais non, il n'y a pas de procès à ce moment. Il y a une mascarade. Laissez-moi exposer ma thèse. Non, mais il y a une mise en scène. Écoutez, mais je finis. Non, mais c'est moi qui dirige le débat. Oui, mais vous dirigez, mais vous ne dirigez pas ma pensée. Non, mais permettez. C'est ça la nuance. Je dis que le procès est ouvert et que la procureure a promis de s'engager dans la voie qui sied à l'éclatement de la justice. Mais vous parlez d'un engagement de la part d'une personne qui a promis à l'issue de l'audience de confirmation des charges qu'elle allait enquêter dans les deux camps et qui ne l'a pas fait. Donc quelle crédibilité accordez-vous à ce genre de personnes qui réitèrent des engagements sans jamais
les respecter. Et ajoutons... Donc j'ajoute, Oui, je tout à termine, fait. puisque Je vous en prie. vous dirigez les débats, mais c'est moi qui dirige ma pensée. Donc ce que je dis, c'est ceci, et je conclus sur ça. À partir du moment où vous dites ça, ça veut dire que vous lancez les ingrédients d'une guerre civile. Les gens n'ont pas vu ça dans la salle. Ah, bien sûr. Mais le fait de dire que vous tous qui êtes du Nord et qui êtes musulmans, Gbagbo, en fait, il a formé une sorte d'escadron pour vous éliminer, etc. C'est une façon d'entraîner les autres à la vengeance, d'autant plus que c'est un homme qui se réclame de leur camp qui est aux affaires. Donc la simple responsabilité, n'est-ce pas, aurait dû prévaloir en cette matière. Je conclus en disant, sur votre question, peut-être vais-je vous dire quelque chose d'important, c'est que les Africains, qui sont les témoins de ce procès, ont compris maintenant qui instrumentalise les haines ethniques, dans quel but et pourquoi. Je crois que si les Gbagbo, son sacrifice, peut servir à quelque chose, ce sera précisément sur ce point. Gbagbo a permis d'ôter les masques de tout ce qui parlait de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, mais qui en fait excite les populations africaines les unes contre les autres pour pouvoir maintenir leur position. Monsieur Didier, cette question est tellement pertinente parce que quand nous étions au procès, cette question nous a tous pratiquement interloqués. Que la procureure de la CPI, non franchement, disent que la crise que nous avons vécue, parce qu'on ne nous la raconte pas. Je suis un exilé politique. Je suis sorti d'Abidjan le 10 juin 2011. Ces faits-là, nous les avons vécus. Dire que le président Laurent Gbagbo, pour se maintenir au pouvoir, vaille que vaille, y compris par la violence, a instrumentalisé les FDS, la jeunesse et des milices et des mercenaires contre les nordistes, contre les musulmans. Je crois que c'était la grosse aberration. Et d'ailleurs, la procureure s'en est tellement rendue compte que par la suite, dans son discours, elle précise: je ne suis pas en train de monter des ethnies, mais le mal était déjà fait. Et j'avoue qu'aujourd'hui, si la CPI veut aider la Côte d'Ivoire, qu'elle rende justice. Sinon, elle sera responsable du pire. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui. On veut aller à la justice pour se réconcilier. Mais ce n'est pas la justice qui va venir tordre le cou à l'histoire de notre nation. Et c'est pour cela que j'ai apprécié le travail de la défense. Maître Altit et l'avocat de M. Charles Blé Goudé ont fait un travail formidable. Parce que regardez très bien, je sais que vous allez poser la question, mais je vous le dis tout de suite. Quel a été, à cause de ce que la procureure a dit, de si grave contre notre nation, le travail de la défense a été de restituer d'abord l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela, souvenez-vous, Maître Barouan, le Maître Barouan, c'est la dame avocate dans l'équipe de Maître Altit qui fait partie du métissage ethnique et culturel de la Côte d'Ivoire. Elle dit: moi-même qui vous parle, je suis du Nord, mais à la fois je suis aussi bêté, de par mon père. Dans notre pays, il n'y a pas des clans, il n'y a pas des espaces partagés où vivraient des nordistes, des musulmans et de l'autre côté des croyants d'une autre espèce. Non. Je pense que la procureure joue à un jeu dangereux, dans un procès inéquitable, dans un procès inique, dans un procès politique. Et puis maintenant, si elle veut venir créer une guerre civile en Côte d'Ivoire, je pense que les Ivoiriens ont compris que ce procès-là, il va très mal finir. On vous a très bien compris, docteur Boga Sako Gervais et professeur Kovi Gomez. Moi, je voudrais qu'on conclue cet entretien sur cette question très importante. Je vous en prie. Oui, la question des témoins qui vont déposer contre Laurent Gbagbo. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous avez vécu la crise ivoirienne, vous savez de qui je vais parler. Le général Mangou Philippe, qui est le chef d'état-major, l'ancien chef d'état-major de l'armée loyaliste, les forces de défense et de sécurité, le général Kasarate Tiapé, ex-patron de la gendarmerie nationale, mais surtout, il faut le préciser, militant du Front populaire ivoirien, vont déposer contre le président Laurent Gbagbo. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ce genre de fait quand on sait que ces deux personnalités ont fait allégeance au président Laurent Gbagbo qui a été officiellement déclaré vainqueur par le Conseil constitutionnel? Alors, ceux-là, ils viendront témoigner. Que vaudront ces genres de témoignages, à votre avis? Et c'est par ça que nous allons témoigner. Alors, oui, je sais que c'est une question extrêmement grave. C'est une question extrêmement grave, mais moi, je voudrais vous dire personnellement, puisque vous me posez la question à moi. D'abord, j'ai envie de dire que je ne suis pas surpris. Parce que lorsque vous avez vu la succession des événements, en réalité, que le général Mangou se retrouve aujourd'hui
sur la liste des témoins contre le président Laurent Gbagbo, je vous assure qu'il y a longtemps qu'il a trahi, ce n'est pas aujourd'hui. Un chef d'état-major, cher ami, un militaire, c'est un sacrifice personnel pour sa patrie. Parce que le militaire, il défend le pays, il défend l'État, il défend la République. Il défend son pays contre une agression extérieure, surtout. Le chef d'état-major, au moment où la Côte d'Ivoire est agressée, au moment où la Côte d'Ivoire est assaillie, il a refusé de combattre. Il a ses raisons. Mais en ce moment-là, le nouveau régime qui arrive le nomme ambassadeur au Gabon. C'est un fait. Et quand vous allez à la Cour pénale internationale, vous savez comment la procureure et son équipe ont déguisé le chef d'accusation principal contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ils sont co-auteurs indirects. Et surtout, le président Laurent Gbagbo est poursuivi parce qu'on le considère comme chef suprême des armées. Donc si les armées ont commis des violations graves des droits de l'homme, c'est le chef suprême des armées, selon eux. C'est pour ça qu'on parle de plan commun qu'il aurait mis en place. Mais comment pouvez-vous poursuivre le chef suprême des armées et puis celui qui est le chef des armées, le chef exécutif des armées, il n'est pas poursuivi? Ça nous amène à nous interroger. Le commandant, comment dirais-je, Kassaraté dont vous parlez, moi je suis à Bouaké, le commandant Kassaraté, au départ il était à Bouaké. Et c'était Bouaké, après l'élection de 2010, lorsque M. Ouattara avait appelé finalement ses partisans à descendre, parce que l'histoire passe vite, mais n'oubliez pas, je parle précisément de 2000 déjà. En 2000, lorsque Laurent Gbagbo a été élu président et que le général Guy Robert fuit, les partisans de M. Ouattara descendent dans la rue et le général, comment dirais-je, il est général aujourd'hui, mais à l'époque il n'était pas encore général. Il mobilise ses troupes pour que l'ordre soit maintenu. Il était à Bouaké et Laurent Gbagbo, donc le président Laurent Gbagbo l'appelle à la République. Il était d'abord conseiller particulier avant de devenir chef de la gendarmerie. La gendarmerie n'a pas combattu. Donc, que ce soit en 2002, que ce soit en 2010, les rebelles ont eu le dessus. C'est un échec lamentable pour notre armée. Et ce monsieur-là, il est nommé par le nouveau régime ambassadeur au Sénégal. Et ainsi de suite. Ah, ce genre de personnages... Donc, leur témoignage, mais leur témoignage sera équivalent à leur personne. Ce sont des personnes qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de dignité. La responsabilité d'une personnalité, lorsque vous assumez une fonction, vous l'assumez jusqu'au bout. Si vous n'avez pas été capable de l'assumer, il vaut mieux vous taire à jamais. Merci, docteur Boga Sako Gervais. Oui. Professeur Kovi Gomez, on va conclure cet entretien. Vous avez chacun 2 minutes pour votre mot de fin. On va commencer par vous. Mais je n'ai pas répondu à la question. Laquelle des questions? Posé une question sur ce que vaut les témoignages. Oui, non, mais c'est pas à vous qu'on a posé la question. Ah ouais, c'est à nous tous. Il a brillamment répondu. Dans ma conclusion, je répondrai à cette question. Oui, allez-y, dans votre conclusion. Vous avez 2 minutes. Je pense que lorsqu'un chef d'État prête serment, comme ce fut le cas du président Gbagbo, devant le magistrat Tiakone, il prête serment, entre autres, pour défendre son pays contre des troubles, n'est-ce pas, à l'ordre public, mais aussi contre des troubles qui viendraient de l'extérieur. Exactement, oui. À partir de là, les forces de défense et de sécurité ont l'obligation de défendre le territoire. À partir du moment où vous êtes chef d'état-major des armées, s'il y a un conflit d'intérêts entre une puissance étrangère qui se trouve être la France et la Côte d'Ivoire, vous avez le devoir d'obéir parce que c'est Gbagbo qui est le chef suprême des armées. C'est dans ce contexte que la France a manipulé Mathias Doué dans le passé pour l'empêcher d'accomplir son travail parce qu'elle voulait déstabiliser le président et lui ôter ses prérogatives constitutionnelles. C'est cet événement qui s'est réédité récemment. Et si on a soustrait Philippe Angou et Kassaraté et les autres à ce qu'on peut appeler l'affre ou aux affres de la justice des vainqueurs de Ouattara, c'est parce qu'on savait déjà par anticipation qu'on pouvait s'en servir contre le président Gbagbo. Donc quand il dit que ce n'est pas étonnant à un double titre. D'abord parce que le but, c'est faute de témoins, de trouver des témoins qui pourraient être des témoins à charge, pas à décharge. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont dire ce qu'ils ont vécu.
C'est ça. Ils vont dire, Gbagbo nous a dit de tuer des gens et nous avons refusé. Nous savons déjà. D'ailleurs, Philippe Mangou a dit que c'était sous le sceau de la confidentialité et qu'il est étonné qu'on ait livré son nom et que de ce point de vue-là, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il charge Gbagbo. Donc le problème déjà du témoignage de Philippe Mangou, c'est quelque chose que la procureure devra gérer. Et puis il y a Kassaraté aussi, qui a tenu des propos ambigus en disant qu'on lui a dit de dire des choses. Qu'on lui a dit de dire des choses. Et ça vient de sortir là, tout de suite, là, dans les dépêches de l'AFP. Donc ça veut dire qu'en fait, le but aujourd'hui, et je termine sur ça, c'est que 3 des protagonistes de cette crise ont été appréhendés. Madame Simone Gbagbo a eu 20 ans. C'est pour l'éliminer de la scène politique. À jamais. Quand on considère son âge, le président Gbagbo, il va avoir encore 4 ans de procès là. Après 4 ans de détention. D'accord? Donc c'est pour faire en sorte qu'il soit définitivement inéligible. Quant à Blé Goudé, qui apparaît comme son héritier putatif, j'ai entendu, mais ça je ne vais pas entrer dans les détails, pendant qu'on mangeait à la CPI, j'ai entendu des gens qui étaient dans la salle, au titre de l'équipe qui juge, dire qu'il en aura au moins pour 15 ans. Donc voilà un procès qui n'a pas été encore instruit. Tous les témoins ne sont pas passés. Rien n'est passé. Mais on a une idée déjà de la peine encourue. Okay. Donc tout cela m'amène donc à dire que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est un pays qui est en pleine recolonisation. Il y a 4 personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara, c'est personne d'autre. Il y a Philippe Séré Eiffel, qui a été nommé ministre, chargé des grands travaux, et qui a la même mise sur les contrats. Il y a Claude Régla, qui est celui qui dirige les FRCI en fait. Bagayoko, le chef d'état-major, n'est qu'un exécutant de Claude Régla. Il y a le fils de Madame Dominique Ouattara, qui gère le cacao, le contrat de cacao et les ressources de la Côte d'Ivoire. Et puis il y a Madame Dominique Ouattara elle-même, qui derrière ces petites associations caritatives, est en fait celle qui dirige la stratégie économique de la Côte d'Ivoire. Et à travers ces 4 personnes, c'est le spectre de la recolonisation qui se profile et les Africains ne sont pas prêts à accepter cette fatalité. Merci, professeur Kovi Gomez. Merci. On vous a très bien compris. Ouais. Docteur Boga Sako-Gervais, vous avez 2 minutes pour conclure. Je voudrais remercier le professeur Gomez. Ce n'est pas par hasard que nous nous retrouvons là, sur ce plateau-là. Et je voudrais saluer également Event News, parce qu'en fait, en réalité, c'est la Cour pénale internationale contre les Ivoiriens, contre les souverainistes, contre les personnalités qui aiment, j'allais dire, la légalité constitutionnelle, la souveraineté des nations africaines. Et en tant qu'Africains, nous sommes écœurés par ce procès-là. Mais ce procès va faire date. Dans le monde entier, nos étudiants étudieront désormais la jurisprudence de Laurent Gbagbo, le procès de Laurent Gbagbo. Et vous savez, chers amis, je ne vous apprends rien, mais les mobilisations que vous voyez à travers la Côte d'Ivoire, à travers l'Afrique, et même le monde entier, c'est pour dire quoi? Laurent Gbagbo sera l'un des rares dirigeants dans le monde, avec un charisme qui sera écrasé par l'Occident. L'un des rares, et le tout dernier, mais nous ne le laisserons jamais être écrasé. C'est pour cela que nous nous mobilisons pour dire, vous avez fait, regardez, je ne vous apprends rien, vous avez vu récemment que la Belgique a fait son mea culpa d'avoir assassiné Patrice Lumumba. Et c'est pour cela que je dis à mes compatriotes ivoiriens et africains, nous n'allons pas rester bras croisés, les mains croisées, pour regarder la France et l'ONU en train de manipuler et écraser Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Au-delà, M. Ouattara, pour nous, c'est rien du tout, c'est un instrument. Mais au-delà de ce procès-là, c'est toute l'Afrique qui veut son indépendance. Depuis 1960 en général, les États africains ont obtenu leur indépendance, mais ce sont des indépendances de façade. En réalité, nous sommes recolonisés. Nos économies sont entre les mains de la grande puissance, l'ancienne puissance coloniale. Nous disons que ça suffit. Libérez Laurent Gbagbo, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de poursuivre M. Ouattara. Vous n'êtes pas capable de poursuivre les rebelles. Ce monsieur n'a pas sa place à la haine. Merci beaucoup, docteur Boga Sako-Gervais. Voilà, nous, téléspectateurs d'Event News TV, nous recevions 2 dinosaures de la politique qui, aujourd'hui, nous ont entretenus sur le procès qui se déroule actuellement à La Haye, le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé.
Docteur Boga Sako Gervais, je l'ai dit, enseignant-chercheur à l'université de Cocody. Il est surtout le président de la Fondation ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique FIDOP. Et le professeur Kovi Gomez est historien. Voilà, il est spécialiste dans les questions internationales, les relations internationales. Merci d'être passé sur notre plateau. Téléspectateurs de Event News TV, on se retrouve et à bientôt.